Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% foot US des équipes de The Free Agent. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de NFL. Vous inquiétez pas, ça va revenir dès le milieu de semaine. Vous retrouverez Seb, moi-même, et puis des invités pour parler de toute l'actualité de la NFL. Mais aujourd'hui, on va parler de LF et des Mousquetaires de Paris, car la saison de LF reprend à la fin de la semaine, à partir de samedi. Alors pour les Mousquetaires, ça reprendra la semaine prochaine, parce qu'on va y revenir, mais ils sont en bye week dès la première semaine. Oui, en ELF, il y a des bye week la première semaine. C'est comme ça. Donc, ils ont une semaine de plus de vacances, mais la saison de ELF reprend tout de même dès ce week-end. Et on va bien sûr faire un point sur les ambitions des Mousquetaires de Paris, sur les recrues des Mousquetaires pendant toute cette intersaison 2024, avec une pléiade d'invités, tous aussi talentueux les uns que les autres. Alors, on va présenter ceux qui sont déjà venus en premier et puis les nouveaux ensuite. Alors, celui peut-être que vous connaissez le plus parce qu'on le séquestre dans les bureaux de TFA, c'est notre spécialiste de TikTok, spécialiste d'Instagram, spécialiste des Mousquetaires. Il est spécialiste de tout. Et je vous recommande d'ailleurs l'une de ses dernières vidéos sur les Mousquetaires de Paris et sur la ligne offensive. C'est ça, mon cher Mathieu ? Exactement. Là, je vais faire une série de vidéos où j'explique les différents postes pour les néophytes. Voilà. Eh bien, vous pourrez retrouver ça. C'est bien sûr mon Mathieu Van Ball. Comment ça va, Mathieu ? Eh bien, très bien, et toi, Flav, merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont là, mais vous allez avoir le plaisir de les découvrir. Et oui, parce qu'ils sont nombreux, d'habitude. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, on est 6 en tout. C'est pour vous dire, j'ai pas fini la présentation. Vous pouvez zapper jusqu'à la 10e minute du podcast. On arrivera au vif du sujet. Non, blague mise à part. On a avec nous aussi celui qui tient le compte français sur Twitter, non pas des Mousquetaires de Paris, mais des fans français des Mousquetaires. C'est Kevin. Salut mon Kevin, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très bien. Ça va toujours, toi ? Ça va toujours, c'est la fin du désert de football. Donc c'est la tête. Si vous allez à Jambouin, il se balade avec une tête de fromage sur la tête. Voilà. À chaque match. Vous le reconnaîtrez assez rapidement. Si vous venez surtout en match des pionniers, vous me verrez avec votre fromage sur la tête. Voilà. La fin du désert, t'as pas regardé l'USFL ? Non. UFL. Attention, je vais être pointueux là-dessus. C'est bien ce qu'on disait, c'est le désert. Et la D1 Elite. Et la D1. Oui, mais aussi, la D1 aussi. Je suis les pionniers de la D1. Oui, c'est vrai que ça s'est vite arrêté pour les pionniers cette année, la D1 Elite. J'ai un peu suivi, mais un peu plus de loin que l'année dernière. On salue les pionniers de Tours qui malheureusement étaient forfaits généraux pour cette saison. Alors c'est Touraine, c'est pas de Tours. Oui, enfin, ouais. Oh, pardon. Celui qui est en tournée, qui va être en tournée pendant tout l'été, tel Taylor Swift, mais sans Travis Kelce, et il va se limiter surtout à Jambouin et au stade allemand avec l'arrêt de compagnie. C'est Steven. Salut mon Steven, comment ça va ? Salut à tous. Oui, ça va très bien, merci. La même coupe que Taylor Swift, presque. Oh non, t'aurais pu trouver mieux. Ça va. Je te souhaite de remplir les stades autant. Tu vois, en tant que fan des Seahawks, t'aurais pu me sortir un... Je sais pas, enfin, il y a tellement mieux. Il y avait un Thaïlande qui avait les cheveux longs. Je l'ai plus là, c'est pas Disley, c'est... Wilson. Ouais, non, j'ai un doute. Greg Olsen. Non, Wilson. Non. Greg Olsen avec les cheveux longs, j'aimerais bien avoir. Il y a Rodgers qui a eu une période comme ça aussi. Mais... enfin, Rodgers suit toutes les périodes. Ouais. On n'est pas là pour les fans d'Aaron Rodgers. Et les deux petits nouveaux qui nous ont rejoints, parce c'est leur première chez TFA, mais on sait qu'ils vont revenir, parce qu'ils vont nous aimer, c'est certain. Celui qui tient le compte Spring Football News, où vous pouvez retrouver toutes les infos de l'ELF, mais aussi de l'UFL ou USFL, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. UFL, il faut appeler ça UFL maintenant. Voilà, c'est anciennement XFL, enfin bref, tous les sigles. Si vous aimez les lettres, c'est un peu le Bertrand Renard de Twitter. Tout ce qui finit par FL. Tout ce qui finit par FL, c'est pour lui. Salut Julien. La tour salut tout le monde, je suis super content d'être là pour parler du football américain avec vous. Voilà, et pour pouvoir parler du football américain qui se passe au printemps et en été. Voilà, c'est la spécialité de ton compte. Pour moi, c'est 10 mois sur 12. Voilà. Chez nous, c'est 12 sur 12, tu sais, chez TF1, on n'a même pas pris de pause. Oui. Et on a aussi avec nous Waïk qui nous fait des excellentes vidéos, mais on en reparlera pendant le courant du podcast, notamment sur YouTube. Salut Waïk, comment ça va ? Eh bien, écoute, salut, ça va très bien, et vous ? Eh ben, nous, on va parfaitement bien. Les Mousquetaires vont bien aussi et ils vont aborder cette nouvelle saison 2024
avec des ambitions. Mais juste avant de parler de ces ambitions, on va parler du recrutement dans cette intersaison. Il y a 2 sites Internet, notamment American International Football, qui ont donné une note à l'intersaison des Mousquetaires, et ils leur ont donné la note maximale, la meilleure des notes pour l'intersaison des Mousquetaires. Kevin, si toi je te pose la question, l'intersaison est apparue comment? Excellente, très bonne, moyenne? Alors après, je suis pas spécialiste EFL, je les connais pas tous, mais déjà quand on voit qu'on a récupéré Maungo, c'est déjà bon, c'est déjà bien. Donc ouais, non, très bon. Après, il faudra voir sur comment ça se goupille tout ça, parce que pareil, sur l'année dernière, le roster était bon, mais ça a mis du temps à aller ensemble. Donc, il faudra voir. Sur le papier, c'est bien, en tout cas. On va commencer par ce qui n'a pas changé dans l'attaque, parce qu'il y a quand même 2 choses qui n'ont pas changé. Et le premier, c'est Zach Edwards. On est resté avec notre quarterback de l'an dernier, qui n'est pas n'importe qui. On rappelle qu'il a été MVP de l'ELF, Zach Edwards. Alors, il y a eu du pour et du contre dans sa première saison à Zach Edwards, pour ceux qui l'ont pas suivi. Souvent, on a dit qu'il avait été un peu abandonné par sa ligne offensive, qu'il avait été en difficulté. C'est le quarterback qui a été le plus saqué l'an dernier de toute l'ELF. À côté de ça, c'est quelqu'un qui est très mobile, qui sait utiliser ses jambes. Peut-être les a-t-il trop utilisées. Est-ce que toi, par exemple, Waïk, est-ce que garder Zach Edwards, ça te semble avoir été déjà un bon choix? Oui, clairement, oui, c'est un bon choix. Après, c'est vrai qu'il faut mettre en perspective sa performance de l'année dernière, puisque on a eu quelques soucis de ligne offensive, même si j'ai pas envie non plus de leur jeter la pierre, mais on a eu quelques soucis de protection, notamment sur la première partie de saison. Ça s'est amélioré quand l'anglais Ebanks est venu. Mais voilà, je pense que cette année, il va step up parce qu'on semble avoir une meilleure ligne de ce que j'ai pu comprendre. Donc, par contre, cette année, il n'a pas d'excuse. Là, c'est clair. S'il se foire cette année, voilà, ça sera un peu plus compliqué. Bon, il n'aura pas son best friend, Mathieu, son BFF, Kyle Sweet, qui est parti, mais il va retrouver des receveurs de talent, notamment Kevin en a parlé, Anthony Maungu. Exactement, et puis aussi Rémi Berthelin, qui a été excellent. Et même si on n'en parle peut-être pas, mais bon, il y a Florian Larose, il y a plusieurs joueurs comme ça qu'on a vu la saison précédente qui étaient excellents. Et pour rebondir un peu sur ce que dit Wake avec la ligne, je pense que cette année, effectivement, il y a eu un travail au niveau de la ligne. On a récupéré des joueurs intéressants, en partie, je trouve Thomas Filecchia, et alors après j'ai plus l'autre nom qui était chez le Seamen, et si on regarde un peu les statistiques du quarterback de Seamen de la saison précédente, c'était l'un des meilleurs passeurs. C'est pas Lewis Thomas? C'est Lewis Thomas. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais plus le nom qui me revenait. Donc, je me dis, s'il a réussi à tenir ses stats, c'est que la ligne était quand même solide. Donc, vu qu'on a récupéré quand même pas mal de ces éléments, ça me semble prometteur. Et ils ont rajouté aussi Toby Letman, qui était un ancien. C'est ça, il y a eu plusieurs. Donc, voilà, ils ont renforcé la ligne. La ligne a été clairement renforcée. Alors, tu as parlé d'Anthony Maungu. Julien, il y a un autre aussi. Tu peux parler d'Anthony Maungu, hein, mais il y a un autre joueur qui va arriver et qui aura sans doute son importance. C'est Austin Mitchell, le joueur allemand, enfin l'Américain qui jouait en Allemagne avant, du côté de Dresde, si je dis pas de bêtises. Hein, ouais, il a joué non, chez les... C'est les Monarques. Non, je confondais, mais c'est les Dresden. Voilà. Il avait, alors j'ai ses stats là, c'était l'année dernière, 94 réceptions, 1627 yards, 20 touchdowns. Il serait simplement le leader dans les 3 catégories statistiques. Ouais, c'est le meilleur receveur GFL 1 de la saison 2023. Sachant que le championnat, tu nous confirmes que le championnat allemand est un très bon championnat. Ouais, de toute façon, en fait, il n'y aurait jamais eu de ELF sans un championnat allemand professionnel. Et donc, ça fait des années que quand même les Allemands, on peut remonter jusqu'à la NFL Europe, mais qui était, en fait, l'Allemagne est une base pour le football professionnel en Europe. Et donc, oui, la GFL 1, même la GFL 2, parce qu'il y a des joueurs GFL 2 qui ont été signés cette année, comme les années précédentes, en ELF. Donc, ça reste un championnat pro très sérieux, qui a du niveau, avec des joueurs qui vont parfois en NFL IPP, le Pathway International Player Programme.
On a des joueurs allemands qui ont fini en NFL, bref. Mais oui, c'est une ligue très sérieuse. Il y a des joueurs français voilà, de toutes les nations en Europe qui sont passés par la GFL. Et je trouve ça vraiment intéressant que Paris ait été chercher le meilleur receveur de la GFL. Ça montre que le staff avait envie de step up dans le passing game. Surtout quand on perd Kyle Sweet, quoi. Faut vraiment, voilà, l'arrivée de Anthony Mongo et d'Austin Mitchell, c'est quand même un sacré duo de receveurs. Je sais que Mongo, il rêve d'atteindre les milliards. L'année dernière, il termine à 984 yards. Je pense que cette année, il peut largement passer les milliards. Et voilà, en fait, Zach Edwards, il aura plein de cibles. Il aura Rémi Berthelin, il aura Sheik Kousseau, Florian Larose. Moi, j'ai adoré ce qu'a fait Hugo Tekeda, mais en tant que QB2, mais qui a quand même 4 touchdowns dans les derniers matchs. Donc, en fait, il y a plein de cibles. Et que ce soit du joueur français ou de l'import américain, il y aura des cibles, quoi. Steven, toi, c'est une attaque qui te fait envie en tant que supporter. Ça te met des paillettes dans les yeux, cette attaque des mousquetaires. Oh, on l'a perdu. Pas Steven? Ah, on a perdu Steven. Je crois qu'il a bugué. Les paillettes. Ça l'a trop fait rêver. Ça l'a trop fait. Vas-y, Steven. Bon, pardon. C'est bon, on t'entend. Ah, pardon. Désolé. Oui, comme je disais, je pense que quand on a appris l'arrivée d'Anthony Mangou, je pense qu'on a tous été super contents. On l'attendait tous. Personnellement, je m'attendais aussi à un départ de Kyle Sweet. Je pense que c'était un peu compliqué de garder les deux. Et après, c'est sûr que quand on voit les stats de Austin Mitchell, ça donne vraiment envie. Après, comme l'a dit un de mes compères, faut voir ce que ça va donner sur le terrain. C'est sûr qu'on peut empiler les noms. Derrière, il faut trouver une certaine harmonie et contenter aussi tout le monde. Mais si on trouve la balance qui fait que l'attaque carbure à fond, et puis il faut aussi pas oublier la défense parce que voilà, avec les arrivées qu'on a eu aussi en défense, franchement, si on réussit à vraiment trouver la balance parfaite, en tout cas, sur le papier, c'est sûr que l'attaque, pour en revenir à ça, l'attaque, elle fait vraiment envie. Mais c'était déjà un petit peu le cas de toute façon la saison dernière. Oui, c'était. Après, les gars, je me demande qui va remplacer vraiment Kyle Sweet au niveau des targets, quoi. Sur de la deep, ça sera Anthony Mangou. Mais dans le slot. Je pense que tu vas plus te mettre sur du Berthelin dans ce cas-là. Mais alors il faut c'est pour ça, je pense que sur excuse-moi de te couper, je pense que du coup sur la combinaison, là vraiment on a vraiment toutes les armes. Tu replaces plus Berthelin pour le slot, Mangou, Mitchell sur les dips. Non, franchement, ça peut faire mal à ça peut donner mal à la tête à beaucoup de défenses. J'allais préciser pour ceux qui n'avaient pas suivi la saison dernière et qui ne suivent peut-être pas le LF depuis très longtemps, que Kyle Sweet et Zach Edwards étaient déjà coéquipiers avant d'arriver chez les Mousquetaires de Paris. C'était vraiment une connexion qui était déjà faite, qu'on a importée ensemble chez les Mousquetaires l'an dernier. Et peut-être que il y a eu cette transition avec Kyle Sweet. Maintenant qu'il est parti, il va avoir d'autres armes, mais au moins il y a eu ce temps d'adaptation pour Zach Edwards. Maintenant, il connaît la franchise, il connaît l'encadrement, il connaît les systèmes. Donc voilà, c'était peut-être le bon moment pour séparer Kyle Sweet. Il n'a pas signé ailleurs, Kyle Sweet, si? Non, il a pris sa retraite. C'est bien ce que me semble. Après, Rémi Berthelin a joué avec lui aussi à Barcelone. À Barcelone. La première année. Barcelone qui seront encore aussi en ELF. On reparlera tout à l'heure des adversaires et des autres équipes de cette ELF. On n'a pas changé de running back non plus. Du côté de l'attaque, on n'a pas parlé des running backs. C'est toujours Jason Agebon qui sera le RB1. L'an dernier, c'est un peu plus de 300 yards. Je reprends les stats, 333 yards précisément en 12 matchs. Le meilleur coureur l'an dernier, c'est Zach Edwards, de toute façon, de l'équipe. Mais Jason Agebon a peut-être lui aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais souffert de ce manque d'impact de la ligne offensive l'an dernier, non? C'est quelqu'un qui vaut mieux que 333 yards sur 12 matchs. On est d'accord là-dessus? Ouais, complètement. Je crois en plus il avait fait plus de yards quand il avait joué avec les Kings, les Leipzig Kings, sa première année en ELF. Et oui, c'est sûr, de toute façon, on peut
on peut revenir ou pas sur les problèmes de ligne offensive. De toute façon, j'adore Jason Agamon et je pense qu'il peut vraiment amener encore un plus cette année dans le running game. Déjà que voilà, Zach Edwards, c'est un QB double menace, mais je pense que si tu établis vraiment un running back 1 qui commence à faire peur à des défenses dans la ligue, comme d'autres équipes ont des running back 1 qui font très peur, en fait, c'est un atout, quoi. De toute façon, en fait, on aura de quoi être solide sur le running game avec le QB ou le running back, quoi. Puis que la saison précédente, au début, le jeu de course, il n'avait pas été encore bien établi. C'est vraiment au fur et à mesure que ça s'est installé et qu'enfin on en a vraiment eu. Et on avait beaucoup de running backs qui ont aussi changé la place. Ouais, il faut dire aussi que l'année dernière, on a très peu couru en fait, quand on regarde bien. Ils ont eu très peu d'opportunités, les gars, que ce soit Jason Aguemon, Jason Bofunda l'année dernière, qui a eu vraiment un match où il a eu des ballons, sinon on n'a quasiment pas eu. Il y a eu Chris Vumbo en fin d'année. Donc ça a beaucoup tourné, surtout après la blessure de Steven Yapmo. Et en fait, ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Donc ce qui fait que il y a très peu de yards au total pour les running backs. Voilà. Mais en tout cas, Jason Agamon devrait normalement faire une belle saison avec une ligne offensive renforcée. Et c'est quelqu'un, en plus d'être talentueux, qui est extrêmement sympathique. Voilà, je tiens à le dire, parce qu'on a déjà discuté avec. Et c'est quelqu'un de vraiment... Bon, en général, on n'a jamais eu de problème... Nous, je sais chez TFA, mais je pense que vous qui les avez côtoyés aussi, pas eu trop de problèmes avec les joueurs des Mousquetaires non plus, donc on va pas en dire du mal de toute façon. Ils peuvent écouter le podcast, vous pouvez rester jusqu'au bout, les gars, il n'y a pas de souci, on dira jamais de mal de vous, il n'y a pas de problème. La défense, parce que Steven en a un petit peu parlé tout à l'heure. Juste un point avant de passer à la défense, peut-être parler des tight ends, parce qu'on a quand même perdu Adria Botello Moreno qui est parti chez les Panthers. Alors lui qui était le meilleur pote de comment dire, pour boire des bières avec notre cher patron Charles qu'on salue. Les deux fois où il est allé voir les Mousquetaires, il s'est retrouvé à boire quoi que ce soit avec notre ami Adria Botello Moreno. Donc voilà, il vient de perdre son tight end copain de bar. Donc bon, mais le nouveau tight end est quand même quelqu'un de. C'est une très belle signature aussi. C'est Kevin Mwamba qui était avec le Galaxy depuis 3 ans, qui a de l'expérience en playoff. L'année dernière, il met un touchdown de 54 yards sur une passe en milieu et il traverse le terrain comme une fusée. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience en ELF, voilà, avec le niveau allemand chez le Galaxy, qui est une équipe qui est très bien coachée. Et je sais que cette année, il y a eu un peu des changements dans le coaching staff de Paris avec les coachs receveurs et les coachs tight end. Donc je pense aussi, en fait, Kevin Mwamba, ça va être une cible très importante. Il est aussi un très bon bloqueur, il paraît. Ouais, oui, c'est non seulement il est bon à la réception, mais en plus c'est un sacré bloqueur. C'est ce qui manquait un peu, je pense, au poste de tight end la saison passée. Oui. D'ailleurs, il y a des vidéos à l'entraînement où on le voit entre guillemets se battre entre guillemets avec Dawson Dales et ça envoie. Quand tu essaies de bloquer Dawson, ça envoie. Franchement. Parce que Dawson, pour ceux qui connaissent pas Dawson Dales, c'est pas le dernier des rigolos non plus. Machine. C'est un peu une machine, quoi. C'est un peu un camion. Une super transition sur la défense. Oui, voilà. C'est quelque chose de... Oui, très bonne transition sur la défense parce que Dawson Dales sera évidemment l'un des points d'ancrage de cette défense des Mousquetaires. Défense qui là aussi s'est renforcée. C'est ça qui est intéressant dans cette intersaison 2024. C'est qu'il y a eu vraiment du renfort de qualité en attaque, mais aussi du renfort de qualité en défense et sur toutes les lignes, que ce soit la ligne défensive, où ils sont allés chercher notamment Aslan Zetterberg. Il y a eu aussi, on va en parler évidemment dans les defensive backs, du soutien également. Julien, toi, si tu devais sortir un ou deux noms de cette défense, de ces nouvelles recrues, tu vas choisir qui? Je sens que tu vas nous parler de Maceo. Ouais, je vais prendre Maceo. En plus, j'ai écouté là sa petite interview qu'il a fait là sur le programme que font le LF le jeudi. Et non, Maceo, quoi, tu recrutes un Defensive Player of the Year, quoi. C'est juste pas rien, quoi. Et qui le pique à Kyle Kitchens, hein. On pourra parler de Kyle Kitchens peut-être tout à l'heure quand on parlera des autres équipes, mais en fait voilà, c'est juste un exploit énorme que d'avoir été défenseur de l'année en étant un corner, quoi. Il y a des très bons corners en plus dans la ligue, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas des grosses attaques mais qui ont des secondaries avec des très bons corners, donc non, super signature, encore une fois c'est une preuve que le staff il regarde ce qui se passe dans la ligue et que pour les signatures de joueurs locaux, on va chercher ce qui se fait de mieux, quoi. Ouais, c'est un joueur élite de toute façon. En plus, on a l'avantage qu'il soit français, donc ça nous fait même pas, on n'a même pas besoin d'aller chercher un import. Voilà, c'est pas gênant pour le recrutement. Comme Anthony, hein.
Voilà, Ouais, comme voilà. Anthony. on a un top receveur Ouais. qui ne prend pas du coup dans les. Pour moi, il y a vraiment un bon dans les équilibre cette imports. année, vraiment entre le fait qu'on recrute des joueurs français et les joueurs, les imports américains et les imports européens. Il y a pas trop de, c'est bien équilibré et on va chercher les meilleurs joueurs à chaque poste, quoi, limite. Donc Maceo, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, qui est donc Defensive Player of the Year l'an dernier en ELF avec les Helvetic Guards et qui a été leader en interception de Ouais, 8 l'ELF interceptions. voilà, de l'année dernière. Donc un très très bon joueur français qui va venir renforcer le backfield défensif. On a eu une autre recrue d'ailleurs américaine, celle-là dans le backfield défensif. J'ai perdu son nom, Chandler Jones, qui vient lui aussi renforcer. Ouais, c'est vraiment une défense qui sur le papier est solide aussi, quoi. Parce qu'il faut rajouter tous ceux aussi qu'on a déjà, hein, les Kenny Florey, etc., etc. Ah, mais c'est pour moi, en fait, on a renforcé notre point fort. Tu avais une faiblesse en début de saison. Non, mais clairement, surtout, en fait, c'est vrai que l'année dernière, en début de saison, on avait quelques difficultés au niveau de la secondary. Et puis, avec l'arrivée de David Richardson et d'Idriss Alphonse, ça avait step up clairement. Et on avait très bien fini la saison en défense. Et donc là, quand je vois que on retrouve Valentin Yawa cette année, qui devrait rester a priori toute la saison, on a encore Idriss Alphonse, Maceo Béard, Wadji Saïd, Chandler Jones. Alors, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je ne le connais pas. Mais bon, s'il a joué en D1 à Louisville, c'est qu'il est pas mauvais. C'est pas une pompe à vélo, quoi. Voilà, exactement. On va pas se mentir. Qui ajoute Kenny Florey, mon joueur préféré en strong safety. Enfin, Amir Kilani aussi, qui a été très Amir très Kilani, bon. j'allais l'oublier, Amir Kilani. Dawson Dales, toute la ligne En défensive. espérant que le corps suive. Ah, en espérant que le corps suive. Mais tu ajoutes à ça la ligne défensive qu'on a. Ouais, je suis. Et un coach qui est spécialiste de la défense et des corners. Donc, non, moi, je suis très, très confiant. N'as-tu même confiance? Ah oui, totalement. On avait eu des problèmes en début de saison. Ça a été Je vous renforcé le dis, intelligemment. on va pas prendre un point de la saison. Je vous le dis, les gars. On va pas en prendre un. Ce serait très fort. Ah oui, la saison à 0 points on encaissés, fire. je crois qu'on l'a jamais faite, celle-là. Non mais sérieusement, c'est vrai que c'était déjà un point fort et ça a encore monté d'un cran et c'est ce qu'on disait sur l'importance en fait du recrutement intelligent, c'est que même les imports ont été faits à des postes où il y avait des besoins et à des postes des postes vraiment, que ce soit défensif ou offensif. On a vraiment essayé chez les mousquetaires de brasser un petit peu tous les besoins qu'on avait, et clairement on voit que le staff a fait quand même un assez gros boulot pendant cette intersaison. Kevin, on t'a même pas entendu parler sur cette défense. T'as peur de te la prendre en plein fer? Bah ouais, Petit peu de mal, hein. me retrouver en face, quoi. Non, Alors, dis du bien. Ouais, dis du bien seulement. On en parlera tout à l'heure avec les équipes à affronter, mais notre grosse défense va sûrement être un des atouts pour bien figurer, parce qu'il faut voir les attaques qu'il va y avoir en face aussi, quoi. Il y a le fire encore. Voilà, il va falloir s'appuyer sur certains matchs sur une défense solide. Steven, toi, ça va, cette défense, ça te met en confiance? Bah, comme on dit, hein, les attaques gagnent des matchs, les défenses gagnent des titres, hein. Donc, Gagner quand des titres. on voit, ouais, les arrivées, c'est sûr que, bah, moi, gros coup de cœur sur l'arrivée de Maceo, même si après, les autres, je connais pas forcément tous. Mais, on l'a déjà dit, hein, cette arrivée-là, je pense, ça peut être une des clés de la saison en défense. Et comme on l'a dit, on avait déjà du très beau monde de toute façon. Donc, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça peut faire très très mal aux attaques. Ouais. Maceo, ça a été l'une des premières recrues de cette année, en plus, si je dis pas de bêtises, hein. Ça a été Ouais, il a Ouais, été en même temps snipo, qu'Anthony, ouais. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça, avec Anthony, ça a été. Mais même sur Chandler Jones, justement, en fait, pour expliquer un peu pourquoi en fait une équipe de Ligue Pro européenne va chercher un Américain qui n'a pas joué en Europe, j'avais noté ses stats. En fait, il a joué entre 2018 et 2022 à Louisville. Sur 39 matchs, il a 140 total tackles, 2 sacks et 2 int. Donc on pourrait dire en fait sur 4 ans, c'est peu. Mais ça reste en fait des joueurs américains, c'est Louisville.
c'est quand même pas rien. Et en fait, c'est toujours très bien d'importer de l'expérience américaine dans les championnats européens, que ce soit de la D1 en France, de la D1 en Norvège, n'importe quoi en Autriche et en ELF. Et en fait, c'est des gars, ils vont très vite s'acclimater aussi au coaching staff, parce qu'il y a beaucoup de coachs américains. Et donc, en fait, c'est un peu comme quand on fait venir Zach Edwards avec Kyle Sweet, on cherche un duo qui se connaît déjà. Et donc, en fait, des fois, il y a des recrutements d'Américains qui sont vus un peu comme ça. C'est parce qu'il y a des coachs qui les connaissent, qui ont peut-être pu les scouts il y a des années, ou ils peuvent aussi les convaincre de venir continuer ou de commencer sur, dans ce profil-là, une carrière pro en Europe et dire, en fait, tu vas pouvoir t'amuser, step up. C'est peut-être après une étape, pourquoi pas, vers un retour aux États-Unis. C'est assez large, je trouve, l'intérêt d'aller chercher un joueur américain, mais il y a aussi, en fait, justement, la différence entre des joueurs américains qui n'ont jamais joué en Europe et d'autres qui étaient avant dans les D1 en Europe et qui viennent en ELF, quoi. Oui, non, c'est très clairement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, alors il y a une limite, j'ai plus, c'est 4 la limite. 4 Américains et 10 imports européens. Parce que la limite est pas la même avec le championnat de France, et excusez-moi, mais comme je traite aussi la D1 Elite, des fois, il faut switcher entre... Et sur les imports européens, en fait, c'est 6 imports européens, mais il faut savoir que quand on parle européen, c'est pas en fait tous les pays en Europe. Ouais, en fait, c'est quasiment les pays du monde entier, sauf en fait les États-Unis. Les Américains vont vraiment être compris dans les US imports. Et en fait, dans les imports européens, il peut y avoir des Brésiliens, comme des gens de certains pays d'Afrique. Enfin, c'est tout le monde vraiment le monde entier. Les Canadiens, ils comptent comment? Ils comptent aussi en Les européen? A, en fait, les A, c'est Amérique du Nord. USA, Canada, Japon. Ouais, les Canadiens sont d'Amérique du Nord. Et en fait, c'est un truc qui est au niveau des Européens imports, qui est juste autorisé par le commissionnaire, quoi. En fait, c'est vraiment tout simple. C'est pour qu'en fait les équipes qui auraient du mal à aller chercher des joueurs européens ne soient pas freinées et puissent quand même recruter des joueurs intéressants qui jouent dans le monde entier, quoi. Et il y a beaucoup de joueurs brésiliens dans la ligue, justement. On en a 2. Est-ce qu'il y a un partenariat de l'ELF avec la ligue brésilienne? Je crois, oui. Oui, il y a eu un truc justement au début de la off-season où le LF a confirmé un partenariat avec la D1 brésilienne. Oui, voilà. Et le Brésil qui décidément devient terre de football américain. Ah bah oui, avec la NFL, on rappelle que la NFL aussi jouera sa première saison et c'est un match qui va intéresser Kevin puisque c'est les Eagles qui recevront les Packers du côté de São Paulo, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Sao Paulo. Voilà. Si je ne dis pas... Tout à fait, le 7 septembre. Enfin, après, ça va dépendre si on compte en date américaine, en date française. Bon, bref, aux États-Unis, ce sera le 6, en France, ce sera le 7. Je m'en fous, je regarderai, je ne me coucherai pas avant. C'est pour ça qu'on essaie de recruter Kevin pour qu'il puisse nous faire le résumé sur TFA dès le lendemain matin. Puisque lui ne se couchera pas, ça évitera que d'autres soient réveillés. Suivez mon regard. Les amis, on va passer aux ambitions des mousquetaires de Alors, Paris. si je peux me permettre, il y a aussi un endroit j'ai pas parlé de la spécialité. Step up. Il y a le kicker. Je sais pas. Je voulais fâcher personne. Je voulais pas parler de Benjamin. Non, mais voilà, ils ont fait une sorte de combine pour essayer de trouver un kicker. A priori, ils ont trouvé. Il s'appelle Mathis Dupont. Alors, je ne sais pas du tout d'où il vient, mais oui, en effet, c'était lors d'un camp de détection et des tests des kickers. Ah, il a une histoire sympa, c'est Mathis Dupont, je crois. Mathis Dupont, oui. Ouais, il a une histoire sympa parce que alors, j'ai eu la chance d'aller à un entraînement la semaine dernière et j'ai discuté avec lui. Et il m'a expliqué qu'il vient de Détroit. Oh là, quand même, ouais. Pas de la ville de Détroit. Détroit. Non. Oui, non, mais j'ai compris. Alors, parce que il faut peut-être la préciser, oui, pour on va tous bugger. En fait, c'est le kicker des Lions. T'imagines, parce que là, ça va vachement quand même. Non, parce que le kicker des Lions, je crois qu'il est au Bravos. Ouais, en plus, je crois que t'as raison là-dessus. Et il vient de Division 3 et il joue même pas kicker à la base en Division 3, il joue corner et kicker, et enfin, c'est un couteau suisse dans sa Division 3. Et il est venu tester, faire les combines, et il a impressionné visiblement. Et à l'entraînement, j'ai vu 4 kickers, complètement. D'accord. J'ai vu 4 kickers. Est-ce que cette information est censée nous rassurer sur le... Je suis pas sûr. Oui, je pense qu'on en saura plus. Personnellement, si, puisque ça prouve qu'il y a une compétition à ce poste-là, et que le meilleur va l'emporter tout simplement, et c'est le meilleur qui va starter la saison, quoi. Tout à fait.
Tout à fait. On rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la saison dernière, encore une fois, qu'on a eu quelques difficultés pour être gentil avec le jeu au pied. On avait il y avait eu 50% à peu près. Voilà, on était à peu près à 50%. C'était Benjamin Bonneau qui était le kicker à ce moment-là. Tout n'est pas probablement de sa faute non plus. Donc voilà. Et de toute façon, en règle générale, quand on regarde, mais c'est vraiment faire injure à personne, hein, parce que ils ont tout mon respect, mais quand on regarde en France, si on regarde la D1 Elite par exemple, vous regardez les kickers, ça part en quatrième tentative très très souvent parce que les field goals sont pas tentés, les machins. Donc voilà. Notamment par exemple, c'était pareil. Et il y a des matchs qui jouent, qui finissent en match nul assez régulièrement, et on en a eu pas mal en D1 cette année, aussi parce que tu prends pas les 3 points, tu peux pas mettre 3 points comme en NFL à 60 yards ou 50 yards à la fin du match, quoi. Donc voilà. Et c'est pas facile de cliquer encore là. Et non, c'est ce que je dis, c'est aucunement négatif contre eux. Hein, c'est même un poste, je trouve qu'il va se développer là en ELF, parce que globalement, en ELF, on peut pas dire qu'il y ait des kickers qui impressionnent tant que ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu cet aspect kicker c'est facile. Non, c'est un poste très dur, il y a beaucoup de pression, c'est très difficile. Justement, le Berlin Thunder, ils ont recruté Dominique Eberle, qui était l'ancien kicker des Seattle Sea Dragons en XFL 2023. Donc en fait, il y a beaucoup de bons kickers qui ont joué en XFL, USFL, et même cette année en UFL, le niveau il est impressionnant. Les mecs, ils mettent que des field goals à 50-60 yards comme si c'était rien. Et donc, je pense qu'on aura beaucoup de kickers UFL qui vont signer en NFL. Et je pense que justement, on aurait pu peut-être avoir aussi plus de franchises de LF qui s'intéressent à des kickers qui sortent de spring football américain pour venir jouer en Europe, quoi. Bon, après, il faut toujours les convaincre et tout. Ça peut être un problème de signature, je sais pas. Mais je pense que c'est un poste qui va justement évoluer parce que c'est important de prendre les points sur les field goals. Oui, vas-y, Wake. Excuse-moi, mais après, je pense qu'aussi, au lieu de plutôt chercher des kickers américains, avec tout le talent qu'on a en France et le soccer qui est le sport numéro 1 ici, on doit trouver des coachs américains, canadiens, allemands, peu importe, et les amener en France pour qu'ils fassent des stages, pour qu'on développe ce poste, parce que je suis sûr qu'on a assez de talent en France pour en trouver. Ouais, j'imagine, comme on a vu, aussi à ce niveau-là, le coaching staff et tout, la détection va s'améliorer, et puis à la fin, il n'y aura même pas besoin de penser à certains postes aux Américains en premier, complètement. Oui, vas-y, Steven. Après, c'est vrai que c'est un poste malheureusement qui est énormément sous-coté. Moi, je vais souvent voir des matchs de régional parce que moi, je joue plus, mais j'ai des amis qui jouent encore. Et la dernière fois, j'en parlais avec eux. Je dis, mais par exemple, là, pourquoi vous tentez pas? Là, pourquoi vous tentez pas? Et voilà, vous êtes pas très loin, pourquoi vous tentez pas? Ouais, mais on n'a personne pour kicker. Ouais. En fait, même en régional, c'est pas un poste qu'on va cibler. Moi, je sais que quand j'y étais, on cherchait pas en fait. Et c'est quand même malheureux parce que on l'a bien vu la saison dernière, hein, le nombre de matchs qu'on a perdu de rien parce que c'est un poste aussi important qu'un autre. Ah oui, très clairement. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Wake tout à l'heure, il y a du talent on pourrait aussi s'intéresser dans les autres sports, parce que quand on voit Brandon Aubrey, par exemple, chez les Cowboys de Dallas, qui vient, lui, du soccer, qui avait été drafté dans la Ligue canadienne de football, et qui a fait une saison excellente en 2023. On peut penser à Charlie Smith, le nouveau kicker des Saints de la Nouvelle-Orléans, qui vient du football gaélique. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui viennent d'autres sports, et avec tout le talent qu'on a en football, en soccer, en France, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient capables d'être très très bons kickers, hein. Mais il faut les intéresser, il faut parfois aussi leur mettre le ballon dans le pied, parce que ça vient pas à tout le monde de se dire tiens, je vais passer au football américain non plus, quoi. C'est évidemment, c'est pas évident. Voilà, donc en tout cas on espère avoir plus de réussite au pied cette année. Voilà. On croise les doigts et on salue Benjamin Bonneau au passage, notre ancien kicker de l'année dernière. Les ambitions, les amis, on reparle là-dessus. Les ambitions pour les Mousquetaires dans l'année 2024. Faut rappeler qu'en 2023, les Mousquetaires ont terminé avec un bilan de 6 victoires, 6 défaites, au moins comme ça. C'était équilibré. Alors, un bilan, on en avait parlé avec Kevin, avec Mathieu, je crois que Steven était là aussi pour l'émission bilan. C'est un bilan qui nous a laissé un peu sur notre faim parce qu'on sentait qu'il pouvait faire mieux, que ça pouvait être déjà mieux l'an dernier.
quel est l'objectif pour toi, Kevin? Est-ce que ce serait une saison réussie? Mieux que l'an dernier, déjà mieux que le 6-10 de l'an dernier? Je pense play-off. On va direct jusqu'au play-off. Allez. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler la règle? Bon, je l'ai normalement encore en tête, mais bon, on va voir si vous êtes calé. La règle pour se qualifier en play-off. Alors, c'est les 3 champions de conférence. Tout à fait. Et les 3 meilleurs bilans. 3 meilleurs bilans. C'est tout ça fait ça. 3 champions de conférence et les 3 meilleurs bilans, sachant que ensuite les 2 meilleurs bilans des champions de conférence sont dispensés de premier tour, c'est ça? Le first seed et le second seed, ils ont une bye week. Voilà. Pour les playoffs. Et ensuite, les autres se jouent un peu sur le système américain, 3-6, 4-5, etc. Donc, pour être en play-off, assuré d'être en play-off, il faut être champion de conférence. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, ça va être compliqué. Mais les 3 meilleurs bilans, ça semble être dans les cordes. Même question, Mathieu, une saison réussie, c'est quoi? Les play-offs, un meilleur bilan que l'an dernier? Les play-offs, mais dans tous les cas, c'est aller chercher le titre. Ça, c'est normal, comme pour toute équipe. Mais oui, si déjà on fonce en play-off, c'est génial, quoi. Oui, déjà, play-off pour tout le monde, c'est la base, vraiment l'objectif de base. Là, on va dire que s'il n'y a pas les play-offs, c'est une saison ratée. Non, l'objectif. Oui, là, s'il n'y a pas les play-offs, c'est... Si on va pas en playoff, on peut clairement dire que c'est une saison ratée. Les playoffs, c'est le minimum requis, en fait, maintenant. Clairement. Le minimum vital. Oui, mais la couleur annoncée, oui, c'est minimum les playoffs. C'est minimum les playoffs, et ensuite on voit jusqu'où ça nous mène. Est-ce qu'il y en a un de vous qui croit au titre? Il faut. Anthony qui a gagné les 2 premiers. Ouais, qui croit. Vas-y, dis-moi. En plus, je dis que j'y crois parce que. C'est le moment où on note. Alors, attends, avant que tu parles, je précise qu'avec Mathieu, on tient un petit carnet et tu auras le droit, à la fin de la saison de LF, de revenir avec toutes les prédictions foireuses qui auraient été faites avant la saison. Surtout que moi, je suis un spécialiste des prédictions foireuses. Mais dis rien alors. Non, mais j'assume, ce mec. Non, mais j'avais fait une vidéo bilan aussi de la saison dans laquelle je disais que la saison prochaine, donc cette saison, il faudrait minimum faire les playoffs et que parler de titre, ce serait un petit peu ambitieux. Mais vu le recrutement, non, on peut clairement parler de titre. Il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se cacher. Et il faut montrer les dents. Après, parler de titre, ce n'est pas non plus se voir trop beau. C'est juste que voilà, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et les mecs, j'en parlais avec Lenny Fleuret hier, il me disait, nous, on prend match après match, mais on vise les titres concrètement, quoi. Oui. Après, s'ils y vont déjà en se disant, de toute façon, le titre est inaccessible, je pense que tu t'engages même pas dans la compétition. C'est ça. C'est pas la peine d'y aller. Tu m'as appelé sur le terrain, c'est pour gagner. Donc le championnat, tu m'as appelé dans le championnat, c'est pour le gagner. Après, raisonnablement, je pense demi-finale, c'est un bel objectif, tu vois. Ouais. Je pense que déjà, en fait, un bilan de qualification en play-off, d'une victoire, ça permet déjà d'acquérir une expérience et de voir un peu comment ça se passe. En plus, ça dépendra si le match passe à domicile ou en extérieur. Alors, ça serait bien de pouvoir compter sur un avantage à domicile. Mais avec la qualité du recrutement, je pense justement les attentes qui se fixent eux-mêmes et qu'ils ont pu convaincre des joueurs importants comme Estin Mitchell de venir chez nous et pas chez la concurrence, tu sais que tu vises le titre, que c'est possible. Moi, je trouve que par exemple, le Rainfire, ça sera peut-être moins bon que l'année dernière. Je les vois pas faire un back-to-back. Ils refont pas une saison parfaite. Est-ce qu'ils peuvent faire 10 victoires de défaite? Oui. Mais en fait, je pense qu'ils sont vraiment prenables. On a perdu deux fois contre eux, mais on va peut-être gagner cette fois-ci. Quoi. On leur a piqué leur serveur déjà. Oui, voilà. Ils ont perdu pas mal de ils ont perdu du monde. Ils ont perdu Nathan Orbitail qui est parti chez Bravos. Anthony Mangou, c'est rien que les cibles en attaque, c'est un peu moins. Bon, après il y a déjà Darian Clark, le mec c'est une machine à touchdown. Après ils ont une ligne offensive, mais ça dépendra. On verra les connexions qu'il aura avec les nouveaux, quoi. Ouais, effectivement. Donc on se fixe un objectif playoff, quoi. Oui. Objectif playoff et puis on espère, allez, on va dire objectif playoff et on croit mieux et bien sûr vous pouvez envoyer toutes vos lettres d'amour à Waik pour le titre. Voilà. Et autre avantage aussi, c'est que là ils ont eu le temps beaucoup plus de se préparer. Ils sont pas arrivés à quelques mois du truc, donc là ils ont vraiment eu le temps de se préparer. Et c'est quand même un sacré avantage. Je pense que le 6-6 de l'année dernière, c'est en grosse partie
parce qu'on a eu du mal à démarrer. Clairement. Parce que sinon, Galaxy, on gagne. Je pense que le Surge, le premier match en week 2 où on le perd, Les 3 derniers doit matchs gagner, allemands, je voilà, pense. c'est chaud. Ouais. Il faut voir qu'ils ont fini, ils ont très très bien fini pour ceux qui n'ont pas suivi la saison 2023. Ils ont bien fini les Mousquetaires l'an dernier. Malheureusement, c'était déjà un petit peu tard. La question que je veux donner à Steven, forcément, hein, c'est est-ce que les billets pour la Veltins Arena de Gelsenkirchen sont déjà réservés? C'est là-bas qu'il y aura la finale de l'ELF. Bah non, pas encore, parce que on attend de voir si Je crois que c'est tout vendu. déjà, non si Je on crois y que c'est arrive, sold out, déjà. si on peut organiser. Non, c'est pas sold out Non, non. encore. Pas encore. Non, Mais non, non. ça va pas tarder. Ouais, mais c'est une question de temps, parce que justement, Non, mais c'est la question qu'on se posait un petit peu tous à l'arrêt de compagnie, c'est de savoir justement comment ça se passe. Et si tu prends pas tes billets tout de suite, mais que par exemple ta franchise va en finale, comment ça se passe? C'est Tu s'il y a un achètes C'est comme comme le le Super Super Bowl, Bowl, hein, tu dois pouvoir, je pense, en racheter. Non, je Ouais, pense qu'il c'est faut aller. c'est pour ça que personne n'a pris, je crois, chez nous, parce qu'on s'est dit, bah, autant attendre de voir et si on peut faire un tir groupé, quoi. Il faut aller sonner à la porte de Marcangelo Souma et lui demander s'il peut acheter des billets à tout le monde. Voilà. On salue Marco qui nous a fait aussi l'amitié de venir dans nos podcasts. Donc voilà, on en profite pour lui passer un petit coucou. Donc la Veltins Arena, j'en parle parce que c'est quand même quelque chose aussi. C'est là qu'aura lieu la finale pour ceux qui suivent le soccer. C'est le stade du Schalke 04 en Bundesliga. Oui, je l'ai pas tenté en allemand. J'ai pas tenté. J'ai fait Schalke 04. Nulfir, on dirait. Ah, voilà, oui. Ouais, ça va, c'est pas le plus dur. Dis le stade de Dortmund et puis là, on peut voir. Le Signal Iduna Park. Non, l'autre non. Le Westfalen Stadion. Le Westfalen Ouais, Stadion. Moi, j'ai le Signal Iduna Park sur ma fiche. Non, voilà. Donc, on peut vous le dire tout de suite, le stade sera plein parce qu'en Allemagne, on adore le football américain et la Veltins Arena sera probablement pleine à craquer pour le match pour la finale de LF. Donc voilà. Autant vous le dire tout de suite. Si vous avez envie d'aller voir Paris en finale, tardez pas trop. Voilà. Et Wake, comme il a dit qu'on sera en finale, il remboursera évidemment les billets. D'ailleurs, on dit la Veltins Arena. Ça, pardon. On voit qu'on est un spécialiste de la langue de Goethe et ça nous fait plaisir. Parce que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de gens qui déjà, pour le premier match des Mousquetaires, a priori, il y a 10 000 places qui ont été vendues contre les Sea Devils. Ça sera à Bray, mais nous d'ailleurs, le déplacement de l'arrêt de compagnie est complet. Ouais. Il y a pas mal de monde qui veut y aller. Tiens, tant que tu en parles, avant de parler des adversaires dans nos conférences, on va faire un peu le tour de vos activités. Puisque tu parles de l'arrêt de compagnie, Steven, présente-nous un petit peu ce nouveau groupe, parce que c'est un nouveau groupe. Le COP Mousquetaire est dissous. Maintenant, c'est l'arrêt de compagnie qui a pris le relais. C'est ça, ouais. Donc, nouveau groupe, mais la même ambition. Voilà, faire la fête, encourager nos mousquetaires et faire un maximum de bruit. Je vais pas revenir sur le pourquoi du comment il y a plus de COP. Voilà, ça a été un concours de circonstances, on va dire. Après, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'au niveau de l'arrêt de compagnie, il y a tous ceux qui étaient là au COP au final. Voilà, 90%. Et bah voilà, on va toujours mettre le feu et on sera toujours au même endroit dans le stade. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Et d'ailleurs, vous êtes où dans le stade? Parce qu'on a eu des questions sur où On s'en fout de savoir où ils sont dans le stade, c'est voilà. que le font plus. Vous les entendre, faut suivre le bruit. Alors, c'est vomitoire, si je veux plus dire de bêtises, je crois que c'est 36. Au niveau de la ligne des 30 yards, derrière des 30 yards sur la droite. D'accord, très bien. Voilà. De toute façon, vous suivez le bruit et les tambours. Suivez les tambours. Voilà. Ouais, voilà. Le bruit, les tambours, les drapeaux, la totale. Vous les trouverez assez facilement. On va faire le tour de toutes vos activités avant de parler des adversaires. Wake, est-ce que tu peux nous parler rapidement notamment des vidéos que tu fais? Parce que si vous ne connaissez pas Wake, allez découvrir notamment les interviews qu'il a fait. Non, mais c'est vrai, c'est des interviews très très intéressantes avec des joueurs des Mousquetaires. Je crois que Kenny Floret d'ailleurs est en préparation ou est déjà faite. Déjà fait. C'est déjà fait. Ça a été publié aussi? Pas encore. Ah voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, c'était pas encore en ligne. Parce que je me suis dit, sinon je l'ai pas vu celle-là, donc il va falloir que j'aille me rattraper après l'émission. Mais voilà, il y aura Kenny Floret bientôt, donc tu peux nous parler un petit peu des vidéos et des interviews que tu fais?
Ben écoute, ouais, j'essaie de suivre l'actu des mousquetaires et en fait surtout des mousquetaires sur ma page YouTube donc Wake NFL et aussi sur les alors maintenant sur les plateformes hein, j'ai mon podcast Fourth Down by Wake. Je fais aussi de la NFL pendant la saison NFL. Alors je parle un peu de paris sportifs et donc des matchs NFL sur les matchs NFL. Et donc, ouais, je fais des interviews depuis cette année. Donc, j'ai interviewé Kevin Fortes, DB des Madrid Bravos, au mois de mars. J'ai fait ensuite Dylan Eustache, donc le linebacker des Mousquetaires. Et puis là, j'ai fait Kenny Fleuret hier. Et C'est son anniversaire avant-hier, hein, Kenny Fleuret. En plus, il vient d'avoir 26 ans, il l'a dit. Et normalement, la semaine prochaine, samedi prochain, je vais interviewer Stanley Zerebe, si tout va bien. Voilà. Eh ben, parfait. Et vraiment, aller découvrir notamment les vidéos d'interview, mais même tout ce que fait Wake, parce que c'est vraiment du très très bon boulot. Et je ne le dis pas parce qu'il est là, puisque je lui ai dit avant même l'émission. Il pourra confirmer. Voilà, il pourra confirmer que ce n'est pas parce qu'il est là que je le lis. Et Nathieu sait que je suis quelqu'un qui sait être gentil. Hein, mon Nathieu? Tu nous présentes tes activités, toi, ou c'est pas la peine? On te connaît trop, toi, ça? Non, oui. Je fais des vidéos sur TikTok et Instagram où j'essaie de vulgariser le football américain pour essayer de donner l'accès au maximum aux gens qui s'y intéressent. Donc voilà, je parle un peu de NFL, de LF, parce que nos équipes françaises font parler. Malheureusement, pas de D1 parce que j'ai pas le temps, mais j'adorerais. Mais voilà, on essaie de faire. T'en as parlé de la D1, t'es allé voir les Grizzlies. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que j'aurais aimé couvrir un peu plus comme je le fais avec la NFL et le LF, quoi. Mention spéciale d'ailleurs à tes vidéos sur pourquoi le nom de telle équipe. C'est vraiment super. Oui, franchement, c'est top. Hein. Ouais. C'est très très bon. Voilà. Pourquoi les Packers? Je l'ai fait. Oui, tu l'as fait. Tu as fait les Saints et évidemment, ça reste la meilleure des vidéos. C'est appuyé au-dessus. Mais voilà. Si vous voulez le suivre, ne suivez que cette vidéo-là puisque c'est évidemment la meilleure. Kevin, toi, c'est toujours ton compte fan, compte fan des supporters. Tu nous rappelles le nom? Donc le compte X Paris, je sais plus le nom en tête d'ailleurs. Le nom, mais cherchez à taguer les Paris Mousquetaires, vous tomberez sur lui avant l'équipe. Clairement, il est mieux référencé. Je crois qu'on s'est tous fait avoir. Donc ELF moi le premier. Voilà, ELF-8 Musketeers sur X. Beaucoup de monde se trompe. Je fais non, c'est pas moi. Donc le partage d'actualité et les live tweets justement. Donc l'avantage c'est que maintenant que Bean entre dans la partie, on va pouvoir continuer puisque honnêtement ça m'embêtait un petit peu de mettre 100 € dans le Game Pass juste pour faire du live tweet. Donc là ça va être bien, on va pouvoir. Après il y avait d'autres façons de faire. Hein. Oui. Nous n'allons pas être censurés, donc nous n'allons pas en parler. Mais ouais, non. Wake est venu flinguer retour des live tweets la faute de Wake. Dans 2 semaines. Justement, je crois que j'ai des trucs de prévus. J'espère que je serai libéré pour le match. Donc, je vois avec les horaires. Mais si je suis dispo, il y a live tweet. Voilà. Il est venu nous flinguer la page TFA Wake quand on a illégal. J'ai rien dit. Entre les prédictions et maintenant, on parle que de moyens légaux et payants. Inviter des amis, tiens, ça vaut le coup. Et toi, mon Julien, donc du coup, Spring Football News nous présente un petit peu la page, évidemment à suivre aussi sur Twitter. Ouais, voilà, Spring Twitter, X comme vous voulez, Spring FB News sur Twitter. Donc moi je parle de football américain, mais spécifiquement de ce qu'on appelle le Spring Football. Donc s'il y a des gens qui sont un peu débutants dans le football américain, Spring Football c'est quoi? Globalement c'est ce qui commence après la NFL, hein. Il y a eu du Spring Football depuis des décennies, mais en fait c'est toujours des ligues qui ont plus ou moins du mal à tenir dans le temps. Mais bon, vu que moi je suis un passionné de football américain, juste la NFL me suffit pas. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je regarde 10 mois sur 12, sachant qu'en fait il n'y a que février-mars qu'on n'a pas de football, mais sinon en fait tout le restant de l'année on peut regarder du football si on le souhaite, quoi. Il y a moyen d'accéder à plein de moyens, comme disait Wake, pour suivre des ligues de football américain autres que la NFL. Voilà, puis ça peut coûter cher aussi, de suivre différentes ligues. Donc je parle vraiment en ce moment de l'UFL et de l'ELF.
L'année dernière, j'avais commencé donc avec la XFL et l'USFL. Et avec la fusion, donc c'est devenu l'UFL. C'est bien aussi pour la quantité de travail que je fais, parce que je pense qu'il y aurait eu 3 ligues avec USFL, XFL, ELF d'affilée, ça aurait fait beaucoup. Donc le projet de fusion UFL est intéressant. Donc vraiment, ça me permet en fait depuis fin mars là jusqu'à fin septembre de parler UFL, ELF, et en fait je parle aussi beaucoup pendant la off-season de NFL, parce que en fait, je suis tous les joueurs qui vont être signés en NFL, qui vont faire des training camps, des pré-saisons, qui vont rester et qui vont revenir, quoi. Donc, le spring football, c'est quelque chose qui a, je pense, vraiment de l'avenir aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, en fait, parce que c'est large. Quand on parle de D1 en France, moi, je qualifie ça un peu de spring football, que ça peut rentrer en fait dans les ligues qui sont professionnelles ou non. Et donc c'est pour ça aussi, là, cette année, j'ai commencé un peu à faire des vidéos sur YouTube avec des highlights de D1. J'avais commencé l'année dernière à faire des highlights des Paris Mousquetaires, justement, pour un peu amener du contenu vidéo sur les Paris Mousquetaires sur Internet, parce que c'était pas trop accessible. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a plu, et j'ai développé ça cette année avec la D1. Donc voilà, les matchs de D1, ça prend 3 heures à regarder, donc ça peut être un peu long, des fois on n'a pas le temps. Si vous voulez voir quelques matchs de D1 rapidement, il y a sur ma chaîne. C'est un travail titanesque ce que tu fais, excuse-moi, mais c'est un travail titanesque que tu fais. Oui, ça prend du temps, merci. Non, mais voilà, c'est de l'investissement. J'adore, en fait, voilà, NFL, UFL, ELF, D1. Je pense j'ai même déjà un peu des idées pour faire plus de D1 l'année prochaine si j'ai le temps. Et voilà, c'est en fait tant que je peux aider à promouvoir du football américain en France, en Europe, parce que voilà, en fait, il n'y a pas que la NFL. Je suis le football depuis 5 ans, mais en fait, dès ma première année de football, j'ai eu envie de regarder plus que la NFL. Donc là, ça va être ma 6e année, et en fait, il m'en faut toujours plus. C'est comme ça. Le football sur place. Toutes les formes du football américain. Oui, alors parce que Mathieu veut absolument qu'on aille faire un stage en Allemagne avec la team TFA, mais évidemment, on invitera Julien, Wally, Kevin. Mais je comprends pourquoi tu parles de football sur glace, mais j'avais vu la vidéo, je me souviens de la vidéo qu'ils avaient partagée. Oui. Ça a l'air génial. Alors, Wally qui se demande de quoi on parle, du football américain. Non, là, je suis perdu. Du football américain sur. Je t'enverrai la vidéo. Je t'enverrai la vidéo. Comme le hockey. C'est comme aux alentours du Super Bowl, je crois qu'il y avait ça qui était sorti sur Internet, même les comptes genre ESPN et tout, ils en parlaient. Ah ouais, si. Tu vas voir, c'est fun, c'est sympa. Ah ouais, je demande à voir. Ouais. Ah oui, je t'enverrai ça. Bouge pas, je vais te retrouver ça, on va t'envoyer ça, y a pas de souci. Non mais voilà, le but aussi de ce podcast, et après on en revient à la saison des Mousquetaires, le but de ce podcast, c'est aussi de faire le pont entre différents amoureux des Mousquetaires de Paris qui, chacun à leur manière, Mathieu sur TikTok, sur Insta, Kevin avec son compte sur X, Julien aussi avec Spring Football News, Waik avec sa page YouTube, son podcast, et Steven dans les tribunes directement, de montrer que on est quelque part tous ça va faire bisounours, mais tous ensemble pour faire grandir un petit peu cette aventure des Paris Mousquetaires, et qu'on salue. J'en profite pour saluer également les amis de beIN Sport qui vont donc diffuser l'ensemble des matchs. C'est énorme. Hein. Voilà, domicile et extérieur. Vraiment, tous les matchs des Paris Mousquetaires seront sur beIN Sport. J'ai eu Peter Anderson tout à l'heure qui me confiait donc que c'était commenté soit par Peter, soit par Benjamin Bernard, soit par Lionel Buton, soit par Oscar Sabatier, avec les consultants NFL habituels, et que Peter Anderson et Benjamin Bernard seront encore généralement à l'animation de Jean Bouin pendant les matchs, puisqu'ils font également l'animation des matchs. Voilà. Donc vous retrouverez toute la team beIN Sport à partir du 2 juin pour suivre toute la saison des Mousquetaires. C'était quelque chose qu'on avait appelé nos voeux l'an dernier, qui est une diffusion française des Mousquetaires de Paris, parce que ça peut occuper la grille des programmes de beIN pendant que il n'y a pas de foot, il n'y a pas de soccer, il n'y a pas de tout ça. Je l'ai bien vu l'année dernière. Il y a du soccer en l'occurrence cette année. Oui. Bon, c'est la fin de l'année. Mais je l'avais bien vu l'année dernière. Il y avait beaucoup de gens qui me contactaient pour savoir comment tu regardes le LF, comment tu regardes Paris. Et c'est pour ça qu'avec Kevin et tout, c'était super en fait d'être plusieurs comptes à pouvoir traiter l'actualité de Paris et puis de l'ELF. Parce qu'en fait, c'était la 3e saison l'année dernière, c'est de la 4e cette année. C'est encore un projet qui est jeune mais qui a beaucoup d'avenir. Et donc c'est énorme que beIN Sport soit dedans, parce qu'en fait, tout à l'heure on parlait playoffs, ça va être énorme en fait si Paris fait les playoffs, parce qu'en fait, les gens pourront voir les meilleures équipes de football américain en Europe s'affronter, quoi. Et ça c'est va ça aussi,
ça aussi le projet, quoi. Ça va faire effet boule de neige, je pense. Et il y a un véritable engouement. Les Les gens se disent vraiment, bah tiens, je vais regarder le LF, des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'ils n'étaient pas, voilà, là avec les horaires sont abordables. Avec le fait que la NFL devient de plus en plus populaire en Europe, avec le fait qu'elle vienne jouer de plus en plus de matchs à l'international, ouais, il y a aussi un peu cet effet-là. Les gens veulent regarder du football en dehors de la NFL, dans leur pays ou ailleurs. C'est pour ça que la NFL elle va au Brésil, parce que moi je discute avec j'ai un pote brésilien que je me suis fait sur Twitter, et il est à fond sur l'UFL, et j'ai vachement appris justement sur la culture brésilienne et le football américain chez eux, et je suis pas étonné en fait que la NFL va là-bas, parce que c'est un truc énorme pour eux, quoi. Et la NFL ira bientôt aussi à Madrid, on le rappelle, en 2025, avant peut-être un jour la France. En tout cas, visiblement, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que la NFL visiblement n'aime pas l'Allemagne, sinon ils n'auraient pas envoyé le Giants Panthers là-bas. Un salut à tous les fans des Giants. Qui dit ça. Courage aux fans des Panthers et des Giants en France qui vont faire le voyage pour aller voir ce match. J'en connais quelques-uns. Et tu sais quoi le pire? C'est toujours bien de voir son équipe. Je vais casser un secret de Polichinelle. Les accréditations chez TF1 qui sont le plus demandées, c'est pour ce match-là pour l'an prochain. Donc voilà, je te dis, mais bon, ça c'est. Mais tous les gars, j'ai failli aller voir Colts Patriots en Allemagne l'année dernière. Oui. Après, Munich, ça vaut le coup quand même. Ouais, on a eu 17. Munich, c'est très sympa. Pour avoir été voir du coup Seattle Buccaneers quand ils avaient été à Munich, là, c'est cool. C'est vraiment sympa. Munich, c'est une ville génialissime. L'Allianz Arena, c'est magnifique. C'est juste que le 17, c'est moyen, quoi. T'as vu que j'ai pas tenté de prononcer le nom du stade de Munich, parce que bon, je me suis dit je vais me faire. Oh non, ça va, Allianz Arena. C'est pas. Non, elle est facile, Allianz. Non, mais moi maintenant, tout ce qui est en Allemagne, c'est mailing, c'est bon. Kartoffel salade et c'est tout. Pas plus loin. C'est plus simple quand c'est à Londres. Oui, c'est plus simple quand c'est à Londres. Même si je parle pas mieux anglais qu'allemand, je te rassure. On revient sur les adversaires donc des Mousquetaires de Paris, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Sinon, ce serait plus simple pour le titre. Ils ne sont pas tout seuls. Il y a du beau monde dans leur conférence. Est-ce que, Julien, pour toi, c'est encore une fois la conférence la plus relevée? Ouais, complètement. Là, j'ai beaucoup rechecké les effectifs de tout le monde avec les postes de présentation là que j'ai fait pendant 15 jours sur les F. Donc, ça m'a permis un peu de me mettre à jour justement sur ça. Pour parler des nouveaux, des Madrid Bravos, en fait, je trouve que ce qu'ils ont fait pour créer une nouvelle franchise en Espagne et à la fois avoir une nouvelle franchise dans le LF, mais aussi une rivalité avec Barcelone, je trouve qu'ils ont sensiblement fait le même travail que Paris l'année dernière. Ils ont fait venir des recrues intéressantes qui vont pouvoir tout de suite faire en sorte que le niveau de football soit pas abyssal et que ça puisse affronter des autres équipes. C'est pas pour en fait qu'ils mettent dans cette conférence-là, c'est qu'en fait ils savent qu'ils vont pouvoir avoir un minimum de compétitivité contre une grosse conférence. Donc nous, à la fois, on va affronter un nouveau qui va un peu nous ressembler justement à ce qu'on a fait l'année dernière, mais aussi ceux qui ont gagné en play-off, quoi. Rainfire, Galaxy. Galaxy, moi justement, je trouve cette année, ça va être vraiment, je pense, l'équipe énorme. Ils ont fait venir Luke Zaratka l'année dernière à Milan, et c'est un très bon QB. Il va avoir sa connexion avec son receveur favori avec qui il avait joué en Italie, Markel Kessel. Donc non, c'est une très grosse conférence. Je pense que les matchs de conférence vont être très importants à gagner. C'est justement tout à l'heure on parlait de la défense. Je pense justement ça va être des gros matchs pour la défense, les matchs de conférence. Et c'est après en plus mêlé avec les matchs contre genre Berlin Thunder qui a fait un énorme recrutement aussi. Que ce soit les matchs conférence hors conférence, on a un calendrier compliqué et ça va être un gros test toute la saison avant les playoffs, si on y arrive. L'adversaire numéro 1 pour les autres, vous mettez qui? Le Rainfire quand même? Non, Wake, non. Wake, il met pas le Rainfire. Alors, je mets Francfort. Tu mets Francfort. Francfort et Hambourg, c'est solide. Hein. Francfort. Alors, Hambourg, c'est notre premier match, non, Hambourg? Non, c'est pas Hambourg, ouais. Hambourg, j'attends de voir parce qu'il y a du changement à Hambourg, donc j'attends de voir comment ça va prendre. Ça a changé de coach, ça a changé de DC, donc j'attends de voir. Je me prononce pas encore pour l'instant. Début. Comment?
On peut peut-être profiter justement du début, que ça soit pas frais, que ça soit pas encore sur les rails pour prendre le truc. Par rapport à l'an dernier, de toute façon, c'est grosso modo, c'est exactement la même conférence, sauf qu'on rajoute Madrid, quoi. Voilà. Ça revient Ce qui nous exactement. fait un match interconférence en moins. Ouais, voilà, ce qui nous fait un match interconférence en moins, mais on a vraiment du gros truc. Donc vous voyez tous le Rainfire moins fort que l'an dernier et possiblement reculer au classement. Il y a quand même toujours Jadrian Clark, le super quarterback du Rainfire. Et le head coach aussi, qui est Et le toujours head coach. Ça va être solide, mais ça sera peut-être pas comme la saison précédente, quoi. L'année dernière, ça va moins marcher sur tout le monde, quoi. L'année dernière, c'était juste injouable, quoi. Oui, clairement. Et encore que le match retour, ça s'était quand même bien défendu, quoi. C'est pas pour rien que le Bravos, ils ont recruté des mecs du Rainfire, quoi. Le match retour, ça s'est bien défendu, mais tu vois, au final, on prend quand même plus de 10 points d'écart. Oui, non, bien sûr. Mais après, je faire ce qu'il faudrait, mais je veux dire, c'est quand même, ça a tenu. Et jouer les yeux dans les yeux pendant presque 3/4 temps. J'y étais, effectivement. C'était un sacré match. Ce qui a peut-être donné encore plus de regrets à la saison 2023 des Mousquetaires, d'ailleurs, quand on a vu qu'ils étaient capables de tenir le Rainfire pendant aussi longtemps sur un match. Est-ce que, pour vous, le fait de jouer, parce qu'on rappelle, il y a la période olympique à Paris, et donc du coup, on va avoir quasiment tous les matchs des Mousquetaires à Paris en tout début de saison. Ils vont jouer presque tout leur début de saison à Paris, et ensuite toute la deuxième moitié, ou presque, à l'exception d'un match au mois d'août, à l'extérieur. Est-ce que ça peut être un désavantage, ça? Totalement. Alors, moi, qui est totalement? C'est Steven, vas-y. Steven, ouais. Je suis pas dans l'organigramme qui fait le calendrier, etc. Mais à titre personnel, je trouve que ça a été pas très bien géré, cette histoire-là. Je pense que alors je compte pas les Paralympiques, mais donc sur les JO, il y a quoi, sur 3 semaines, il y a moyen de caler mieux. Ouais. Tu peux mettre un match à l'extérieur, une bye week et un match à l'extérieur. Ouais. Et ça te permettrait d'avoir une meilleure disparité sur les matchs domicile-extérieur. Là, le fait d'avoir quasiment tous les matchs en début de saison à domicile et derrière d'enchaîner avec que les déplacements, et faisons le plein à domicile. Et après, on se dira que c'est du bonus. Parce que si tu fais pas le plein à domicile, derrière, ça peut s'avérer très compliqué. Et c'est aussi ce qui est aussi assez étrange. Alors je sais pas d'où ça vient, hein, ça doit être le LF qui a calé ça comme ça, mais c'est de voir que les 2 bye week des Parisiens tombent en fait avant la période olympique. Donc ça tombe en week 1 et en week 4 ou 5, enfin le 22 juin. Week 5, 22 juin. Voilà, c'est assez bizarre de se dire qu'ils auraient pu profiter de la période olympique pour leur mettre une bye week à ce moment-là. Après, en termes de déplacement, ça va. Francfort, c'est pas très très loin de Paris. Düsseldorf non plus. Hambourg, c'est pas si loin que ça. Ce qui est un peu plus loin, c'est vraiment en effet Madrid et Berlin. Et même Cologne, c'est pas loin non plus. Donc ça reste quand même des petits déplacements, quoi. Ouais, mais ça reste des trucs à l'extérieur, alors qu'en début de saison, t'as peut-être pas encore tous les automatismes et tu joues à domicile. Ça, et nous, je parle aussi pour nous, en termes de déplacement pour la compagnie, c'est aussi compliqué, derrière d'enchaîner des déplacements toutes les semaines, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Oui, au pire, vous restez en Allemagne. Hein. Surtout ça serait l'idéal. Non, mais le LF, en plus, ça l'aimerait bien justement qu'au fil des années, les fans aient un peu plus de facilité à faire le voyage, quoi. C'est vrai que les fanbases allemandes sont tellement énormes avec la JFL, le LF, qu'elles sont un peu habituées déjà depuis des années à faire des voyages. Mais les fanbases des autres pays, c'est pas encore trop le cas, quoi. C'est un coût financier, ça dépend des résultats de l'équipe et de plein de facteurs. Mais c'est un truc que la Ligue aimerait bien voir, quoi. C'est vrai que le Rainfire, c'était impressionnant. Quand ils ont débarqué à 2000... Oui, c'est énorme, quoi. Oui, mais ils seront jamais plus forts que notre Red Company, et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, tant pis pour eux, et paf, les Allemands. En plus du match Carolina Giants, paf, prenez ça. Mais en plus, on entretient, c'est là où la première année avait été vraiment positive en tant que groupe de supporters.
c'est qu'on a pu nouer des liens vraiment avec toutes les franchises qu'on a affrontées. Et franchement, on a vraiment que des bons souvenirs, hein, notamment de tous les clubs allemands avec qui c'est vraiment un plaisir de faire des tailgates et tout. Franchement, c'est top. Après, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de choix, de toute façon, pour le LF, pour les Mousquetaires de Paris, puisque la seule solution, ça aurait été de trouver un autre stade, quoi, pour accueillir les Mousquetaires, étant donné que Jambouin est pris par les Allemands, précisément. D'après ce que j'ai compris pendant les Jeux Olympiques pour faire une fan zone. Encore eux. Décidément, ils n'arrêtent pas. Voilà, donc de toute façon, Jambouin est inaccessible pendant toute la période olympique. Donc je pense que le LF a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et en Allemagne, là, il y a bientôt l'Euro 2024 de football. Donc aussi, par exemple. Ouais, donc ça peut être non, parce que justement, ça concerne en fait des équipes allemandes comme les Sea Devils qui ont joué dans 3 stades différents, et des gros stades justement. Donc ça permet aussi de dire on va viser des plus gros stades pour le LF. Quoi. Oui, non, clairement. Donc voilà, c'est vrai qu'il a fallu composer encore avec des calendriers un petit peu différents. Alors les amis, avant de refermer ce podcast, j'ai combien 1, 2, 3 questions de nos amis auditeurs, ou peut-être 4 même, de nos amis auditeurs qui veulent vous interroger. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège, hein, c'est pas le bac. Hein, première question, tiens, je vais la poser à Julien, parce que je t'aime bien. Paris a-t-il le meilleur duo de receveurs avec Mahongou et Larose? Alors c'est plutôt avec Mahongou d'ailleurs et Mitchell. Maintenant oui, c'est vrai, Mahongou, Mitchell, mais justement je pense que c'est aussi un avantage en fait parce que les équipes vont savoir qu'il va falloir couvrir les receveurs élites de l'équipe, et on sait que des joueurs comme Florian Larose, Sheikh Kousso et même maintenant avec Kevin Wamba, enfin moi je vois totalement en fait les receveurs 2, 3, les tight ends et tout avoir des productions quand même intéressantes. Donc on a un bon duo, on sait que ça va faire peur, les défenses d'en face ils vont nous regarder je pense, mais ouais je pense qu'on va y avoir du spectacle. Alors on a une autre question qui concerne un joueur de D1 Elite. C'est une question de Steph. Est-ce qu'il est envisagé, toi peut-être Wade qui va voir les mousquetaires à l'entraînement, t'es dans les secrets des dieux, alors on va voir si t'as la réponse. Est-ce qu'il est envisagé de faire une proposition à Yanis Paulin des Iron Mask de Cannes? Alors c'est plus Yanis déjà... qui marche sur la D1 Elite, enfin qui court sur la D1 Elite. Ben, tiens, c'est Béjac TV, je crois qu'il en a parlé sur une de ses stories Instagram qui propose l'idée. Au niveau running back, on est déjà pas mal. Pourquoi pas? Yanis Paulin qui jouait avant chez les Carabins de Montréal, si je dis pas de bêtises, et qui est revenu là chez les Iron Mask de Cannes. Et c'est vrai que bon, généralement le tarif c'est à peu près 2 touchdowns par semaine. Hein. Grosso modo, on est sur une très très grosse saison de Yanis depuis le début de l'ouverture de la DNI. On a signé un running back juste avant là, c'est 100K. Jean-Charles Boncouri. Donc qui a été qui a joué en ELF, je crois déjà. Je ne sais pas. C'est le seul joueur que j'ai pas réussi à trouver son historique. Ouais. Je crois qu'il a joué en Allemagne en tout cas. C'est un faux nom. C'est pour ça que t'as pas l'historique. Ça non, il se cache. Xavier Dupont de Ligonnès, en vrai. Non, mais ouais, on a du monde au poste, mais pourquoi pas. Notamment en cas de blessure. Oui, Jean-Charles Moukouri a joué avec le Surge en 2021 et 2022. Ouais, c'est ce que j'avais cru voir. Ouais. J'ai une petite question, alors là ça va être plus 7 pour Steven pour le coup. Une question d'Emir qui dit j'ai vu que certains matchs commençaient à 16h. Est-ce que c'est l'heure de début des matchs ou l'heure des festivités d'avant-match? Alors je peux déjà te répondre que l'heure que tu as c'est l'heure de début du match, mais Steven va pouvoir nous dire plus sur les festivités d'avant-match. Qu'est-ce qui se passe avant le match à Paris? Alors on est en train de voir vraiment qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les tailgates. Après, sur un match par exemple qui commence à 16h, nous on est au stade sur les coups de 8h, hein, c'est pas mal. On part des coups et non mais c'est vrai que ouais, totalement. Non mais c'est vrai, on venait très très tôt déjà l'année dernière. Mais généralement on se rejoint au moins 3 heures avant le début de chaque match. On est devant Jambouin. Dans l'idéal, du coup, vu que maintenant en plus on a noué des liens avec les différentes fanbases, du coup on rencontre les autres fans
qu'on va affronter dans la journée. Donc voilà, on discute, on échange autour d'un petit verre, voilà, d'une petite baguette, voilà. Donc généralement on vient à peu près 3 heures avant le début de chaque match. D'accord. Donc n'hésitez pas à venir bien avant, même si le match commence à 16h. Vous aurez des animations. De toute façon, je sais, de par les mousquetaires aussi, que des animations. Alors, on m'en a pas dit plus. Marcangelo m'a dit des animations sont prévues. Mais tiens, pour l'arrêt de compagnie, quel genre d'animation? Est-ce qu'il y a de la boisson à manger? Parce que j'aime bien, tu vois. Manger. Toi, t'aimes bien manger. Quand on se rejoint à l'extérieur du stade, tu veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tu sais, alors déjà chacun ramène ce qu'il veut, honnêtement, c'est à la bonne franquette. Généralement, nous on achète des packs, on boit un coup, chacun ramène à manger, et puis on fait aussi des jeux, on se fait des passes. Évidemment. Bien sûr, des packs d'eau, des packs d'eau. Et non, on se fait des passes. On fait aussi, on pourra m'aider peut-être sur le nom. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Pardon. Des tables comme les billes. Le sac là où tu jettes dans un trou. Oui, voilà, ouais, le jeu où tu lances le sac et tout. Ouais. Je t'avoue que j'ai plus le nom, mais voilà, on a un de nos membres qui ramène ça et c'est vrai que ça rassemble tout de suite du monde et c'est cool, quoi. C'est ça, c'est le corps. C'est bien, c'est la culture football américaine aussi qui existe chez les fans et qui s'implante un peu en Europe. Hein. Ouais. Et du coup, vous allez faire sur les jetés de table comme ils font aussi la Bismarck. Alors, écoute, il faut qu'on se développe, pourquoi pas? Ne ratez pas le premier match à domicile des Mousquetaires de Paris qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, le 9, hein, c'est ça, le 9 juin. Le 9 contre le Galaxy, ouais. Voilà, contre le Galaxy, puisque Steven traversera une table en feu, comme le font les Bills de Buffalo. Il va nous faire ça. Et on retrouvera aussi Waik, qui sera tout en haut de la tribune, juste à côté de la tribune de presse. Tu mangeras des chips en le regardant faire ça. Non, du tout. Je fais plus hot dog et bière, mais oui. Il sera comme Jason Chelsea, torse nu, en train de hurler. Voilà, ce sera notre Jason Chelsea de la saison. Voilà, blague mise à part, on a encore une dernière question qui est intéressante parce que c'est une question sur la stratégie financière de nos amis des Mousquetaires. Il y a Yannick qui nous dit j'ai une question sur la stratégie pour rendre l'équipe populaire. Certes, la location du stade doit être onéreuse, mais je trouve le prix des places élevé, notamment pour les enfants. Ça peut être difficile à terme d'attirer les profanes ou les familles. C'est difficile de se démarquer à Paris avec les autres clubs sportifs. Ils essaient de faire plein d'animations, mais je m'interroge sur la stratégie du moment. Peut-être qu'ils misent pour le moment sur l'équilibre financier avec les abonnements de leurs fans et que le reste viendra plus tard. Est-ce que vous trouvez que à Jean-Bouin, c'est trop cher? C'est 16 €, je crois, au début. Non. Ouais, mais en tarif réduit, ouais. Enfin, je trouve pas que ce soit excessif, tu vois, pour le coup. Tarif d'entrée, c'est 21 € en catégorie 3. Ouais. Non, ça paraît pas si cher, en fait, pour découvrir du football américain. Non. Pour les enfants, j'ai pas regardé, hein, mais ouais, il y a peut-être ça. En France, je crois que du coup, t'es à 16, ouais. C'est ça, c'est ce qu'il disait, monsieur. En plus, si t'as une licence de football américain, t'as moins 20%. C'est 10 €, ouais. tu vois, donc... Ouais. Ce qui me choque plus, c'est le prix de la diffusion. Ça, pour regarder les matchs sur les sites. Ouais. Sur le LF, ouais, 120 balles. De l'ELF. Ouais. C'est 120 balles cette année, le Game Pass. Le Game Pass, ouais. Ouais. Ou 12 par semaine. On remercie heureusement. Ouais, non, mais clairement. N'hésitez pas à vous abonner à Bein, ça vous coûtera moins cher. Hein. Tout de suite, 15 € par mois. Pour 3 mois, ça sera moins cher. Hein. C'est assez clair. Merci les amis. Alors juste avant de vous libérer, j'ai une dernière info que vous n'avez peut-être pas vu passer parce qu'elle s'est mise dans le podcast. Alors je vais la donner. C'est notre Français de NFL Junior AO qui a signé chez les Panthers de la Caroline. Donc voilà. Il a visiblement envie d'aller jouer en Allemagne. C'est une bonne chose. Donc voilà, il est passé des Minnesota Vikings aux Panthers de la Caroline. Alors après, il leur reste à savoir s'il sera ou pas maintenu dans le groupe des 53. Mais en tout cas, voilà, le petit transfert du français de NFL Junior AO qui passe donc des Vikings du Minnesota aux Carolina Panthers. Voilà, il vient donc dans la division qui, nous le savons tous, est la plus relevée de la NFL et avec la meilleure franchise. Et nous ne parlons pas des Falcons. Il aura peut-être du temps de jeu en pré-saison chez eux. Pas des Saints non plus.
On ne parle pas des Buccaneers ni des Falcons, bien évidemment. D'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'ailleurs des matchs à l'étranger de la NFL qui s'exportait. On peut aussi noter l'ELF aussi qui s'exporte cette année. Oui, partout. En Croatie, si je dis pas de bêtises. Oui. Ils ont appelé ça un match international. En fait, ils vont jouer un match en Croatie. Alors, je crois que c'est l'équipe à domicile, c'est les Sea Devils. Et Hambourg, décidément, ils vont faire que voyager là. Je contre sais plus les stades contre qui. En fait, à Hambourg, ils les aiment pas. À Hambourg, les non, mais en fait, c'est vrai, c'est un plan justement, c'est un plan de développement. Le but, c'est en fait maintenant d'inclure un match international, mais en fait, c'est un match en Europe, parce qu'en fait, ça va concerner que des pays qui n'ont pas de franchise ELF et qui sont possiblement en fait des futurs pays d'expansion pour la ligue, quoi. Par exemple, cette année, à la conférence de presse de l'ELF 2024, ils n'ont pas annoncé d'expansion pour la saison 2025 qu'ils avaient fait la saison précédente. Donc, je suppose que peut-être durant la saison, c'est pas impossible qu'ils annoncent la prochaine équipe pour la saison 2025 en Angleterre, en Croatie, pour être la Norvège, la Suède. Voilà. J'ai une question, je sais pas si tu vas pour répondre. Le fait que l'Angleterre ne soit pas dans l'UE, est-ce que ça pose problème du coup pour pouvoir... Alors là, je ne sais pas, mais par contre, justement, Patrick Ezoumé, le commiche de la LF, a fait beaucoup de voyages quand même en Angleterre depuis quelques années. Donc c'était déjà le Brexit, donc ils étaient déjà en dehors, les Anglais, donc je pense que ça pose pas de problème. Et puis même il y a du niveau là-bas. Donc bon. Non, c'est pour les voyages, quoi. Ouais, franchement, je pense pas que c'est un critère qui rentre en compte, quoi. Parfait. Merci beaucoup, les amis. Alors, on va rappeler tous rapidement les sites ou les petits endroits où vous sévissez sur le net, sur la toile. Mais bon, vous reviendrez chez TFA, rassurez-moi quand même. Vous avez été bien accueillis. Abonnez-vous à TFA. Oui, alors, du coup, j'ai même pas fait la promo de TFA, mais si vous nous découvrez... Qui est TFA si vous nous découvrez par le biais de ce podcast, sachez que nous aussi, on va faire des résumés, des previews, la preview de la saison, les previews de tous les matchs, les résumés des matchs des Mousquetaires, mais aussi des matchs des autres équipes de l'ELF seront disponibles évidemment sur l'application de TFA et sur le site thefreeagent.fr, application approuvée par Mathieu Van Bool, si jamais... Exactement. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas à aller la télécharger. Voilà, en plus, ça. Pas que football aussi, NBA, hockey, baseball, WNBA. Franchement, c'est très complet. Et c'est gratuit. Ils m'ont fait regarder le baseball et depuis que je regarde, je n'ai jamais vu encore de victoire des Brewers. Et nous l'avons conseillé sur le choix de franchise, autant dire que... Alors oui, sachez qu'il y a un TF Hackers aussi, hein, si jamais quelqu'un dans l'équipe parle d'un joueur de baseball, il se blesse au match suivant. Donc autant vous le dire tout de suite. Ça marche. Je parie sur un joueur qui se blesse. Ça marche avec la NFL aussi, puisque je rappelle que le live d'avant de début de saison, on avait fait à peu près un quart d'heure sur Aaron Rodgers. Hein. Donc voilà, ça peut marcher avec la NFL aussi. Sachez que voilà, ça arrive malheureusement. Les Jets s'en souviennent. Les Jets s'en souviennent. Et nous le referons pas. Pour défense, je regarde les Brewers uniquement parce que c'est du Wisconsin. Hein, Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était juste parce que tu aimais bien Milwaukee. Hein. C'est bien. C'est très sympa. Non mais voilà, vous pouvez. Et puis en parlant de baseball, il y aura toutes les London Series, notamment le week-end du 8 juin à suivre. Charles sera sur place à Londres pour vous faire suivre les London Series de baseball. Et du coup, moi je serai d'astreinte pour vous faire suivre le match des Mousquetaires. Comme ça, ce sera très bien. C'est très bien aussi, hein, j'adore les Mousquetaires, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis juste que je vais pas à Londres, voilà. J'aime beaucoup les Mousquetaires. Il y a moyen d'envoyer au Brésil ou pas? Alors pour ça, il faut déjà rejoindre l'équipe TFA, mais tu sais que tu es le bienvenu. Et puis après, tu vois, ça va être Charles. Je pense que si tu vas au Brésil, tu vas à Munich. Voilà, t'es obligé, ça pas Cage. Ah oui. Voilà, t'es obligé. Celui qui va au Brésil est obligé d'aller à Munich. Tu vois, il couvre la saison des Giants et des Panthers. C'est comme ça. C'est pas la même météo. C'est pas la même météo. Donc voilà, donc je rappelle, Kevin, ELF-8, Musketeers sur X, Mathieu Van Bool, vous tapez Mathieu Van Bool sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur voilà, vous retrouverez même sur Dailymotion, c'est fou. Même sur Dailymotion, sur YouTube, sur les Tamagotchi également, il y a une petite. Sur lui, vous pouvez le retrouver. MySpace. MySpace sur MSN Messenger. Et sur Skyblog. Sur Skyblog.
Et bien sûr, n'oubliez pas de taper le 3615 Nathieu pour aller sur Minitel. Les vidéos de Nathieu Van Boon, pour trouver bien sûr Julien sur Spring Football News, sur X notamment. Vous retrouvez Wake, la chaîne Wake NFL sur YouTube, le podcast également, tu en as parlé tout à l'heure, mon cher Wake. Et Steven, vous le retrouvez dans la Red Company. Et oui, avec tous sur Insta. Et vous, et au stade, directement à Jean-Bouin. Et au stade, bien sûr. Et on salue une nouvelle fois nos copains de Beansport, Peter Anderson, Benjamin Bernard notamment, et toute la team NFL Extra qui sera là pour vous faire vivre le LF pendant tout cet été. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce podcast. Pour les fans de TF1, on se retrouve dès jeudi pour un nouveau podcast NFL. Salut tout le monde, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut à tous. Bonne soirée.